Deuxième partie de cette émission Ici l'Afrique avec nos invités, Parfait Eto'o-Etiena et Boris Udiam pour débattre de l'actualité africaine de la semaine et internationale. Vendredi dernier, on célébrait la création de l'Organisation de l'Union africaine le 25 mai 1963 qui s'appelle depuis 2002 l'Union africaine. Elle rassemble les 54 pays d'Afrique dans le but d'en faire une grande puissance prospère et indépendante. Comme nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire, comme le dit quelqu'un, c'est l'occasion de magnifier l'un des véritables précurseurs de la lutte de libération et d'émancipation des peuples africains. Il s'agit de feu Mamadou Konaté, les générations actuelles en savent très peu de choses sur lui. C'est le premier président de la section de l'Union soudanaise du Rassemblement démocratique africain US-RDA, décédé à l'âge de 59 ans, le vendredi 11 mai 1956, 29e jour du mois de Ramadan, bien qu'il soit rappelé à Dieu 7 ans avant la création de l'institution africaine. Force est de reconnaître que sa volonté pour une Afrique unie était sans embâche. Comprenez-vous malgré tout aujourd'hui, 59 ans plus tard, pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale de l'Afrique? On commence avec vous, Boris Udiam. Peut-être historiquement, pourriez-vous nous aider à comprendre la portée de cette journée? Alors, il faut dire que historiquement, cette journée a tout son sens parce que en 1963, tous les États africains n'étaient pas encore décolonisés. Et l'Organisation de l'Unité africaine avait pour objectif de participer à l'émancipation des autres territoires africains. Donc, on est parti, si je ne me trompe pas, de la libération de l'Afrique, à la liberté de l'Afrique pour aujourd'hui aboutir à la journée internationale de l'Afrique. Donc c'est tout un parcours, c'est toute une histoire qui montre en toile de fond le combat mené par les États africains pour contribuer, sinon pour imposer l'émancipation des peuples. Mais alors il reste tout un débat autour sur le plan sémantique. Faut-il célébrer cette journée ou la commémorer? Alors, la célébrer ou la commémorer, cela dépend de la portée ou de la perception, voire de l'acception que chaque État a de cette journée. Et surtout du combat mené par des pères fondateurs. Exactement. De l'ONU. Donc, tout est fonction de l'histoire de chaque État, à la fois dans l'histoire de chaque pays, comme je le disais tantôt, mais également l'histoire de chaque père fondateur. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on peut se poser, cette journée a le même contenu qu'avaient donné le père fondateur? Je pense que ce n'est pas le cas parce que hier, nous sommes partis sur la phase de la libération des peuples. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur d'autres questions. Et partant de 1963 à aujourd'hui, la question qu'on peut également se poser, c'est est-ce que cette journée a apporté quelque chose de plus aux États africains? Quand on sait qu'aujourd'hui, l'autonomisation même de l'Union africaine reste la question centrale. Est-ce que ce n'est qu'en une seule journée qu'on pourra effectivement trouver des solutions ou des réponses aux multiples maux, aux multiples problèmes auxquels l'Afrique est confrontée? En toile de fond également, je me posais la question de savoir, Journée internationale de l'Afrique, est-ce une maladie comme Journée internationale du paludisme, Journée internationale de la lèpre, ainsi de suite. Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser pour comprendre le bien fondé de cette journée. Peut-être que les pères fondateurs avaient une autre perception de cette journée qui, ma foi, je pense, s'est débridée et n'a plus le même contenu. Voilà, une journée peut-être aussi pour le souvenir, au-delà de toute considération. Est-ce que cette journée pose le problème de l'héritage politique des pères fondateurs de l'OUA? Ça pose en toile de fond, puisque c'est une question centrale. Vous posez là la question d'héritage, mais qui doit hériter? Puisqu'en réalité, il faut qu'un parti des années 60 ou 57, où on a vu un Kwame Nkrumah, comme vous avez cité aussi d'autres dialogues, qui ont pensé à faire en sorte que l'Afrique soit unie. Donc on a parlé du concept d'unité. On peut se poser la question en 2018, si il nous était permis de faire une chronologie de faits. Si on parle de 60 en 99, aujourd'hui, on a eu près de 100 coups d'État. Si on parle 200 coups d'État, si on parle aujourd'hui jusqu'en 2018, on a eu près de 100 présidents qui ont été enlevés. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, la notion de frontière aussi a changé, puisqu'aujourd'hui, on parle de l'intangibilité des frontières. L'unité, oui, géographique,
Humaine, non, parce qu'il y a cette fracture, justement, il y a des pays qui sont en guerre, il y a l'épidémie, il y a des menaces auxquelles les Africains n'arrivent toujours pas à trouver des solutions. Monsieur Oudiam a dit, mais quelle est en fait, la question est là, le rôle de l'Union africaine? Peut-on penser une lecture vue des Africains eux-mêmes ou un modèle qui a été plaqué, sinon imposé? La question est donc de savoir qu'est-ce que les Africains doivent faire aujourd'hui. Il faut repenser l'Afrique. Deuxième chose, il faut fédérer les Africains. Je pense que c'est cette approche continentaliste, parce qu'il faut savoir que l'histoire aussi est là. Il y a des tropismes qui naissent parce qu'il y a ce que l'on appelle ici cette géographie du Forlane. Ça veut dire que les États coopèrent malheureusement encore avec les anciennes métropoles. Donc c'est ce qui constitue une barrière, parce que lorsque l'on veut prendre, lorsqu'un Africain a une vision continentaliste, malheureusement certains États qui jouent peut-être le relais de l'Occident n'acceptent pas, et c'est ce qui aujourd'hui empêche à ce qu'on ait une Afrique unie. Est-ce que Luc Mayo suit ce débat? Ben, j'ai suivi en partie les déclarations sur le plateau, et ce que je peux dire, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses que l'on peut reprocher à l'Union africaine dans sa situation de crise actuelle, parce qu'il faut reconnaître qu'elle est en crise, l'Union africaine. Et elle n'est pas en crise parce que ça lui fait plaisir, elle est en crise parce que non seulement il y a beaucoup de nationalismes qui se font jour, comme partout ailleurs dans le monde, mais avec cette grande faiblesse que les États sont devenus de plus en plus pauvres et de plus en plus faibles, et les leaders de moins en moins incontestables. Ce cocktail des trois éléments fait que l'Union africaine est en pleine crise. La deuxième chose qu'il faut aussi relever, c'est que on charge beaucoup trop la barque au niveau de l'Union africaine pour arriver à des résultats. Je m'explique. Quand l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine, a été créée le 25 mai 1963, les objectifs n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui. On avait un objectif très fédérateur, très largement fédérateur. L'idée, c'était de sortir de la colonisation. Et toute personne qui poursuivait cet objectif était naturellement soutenue par les pairs qui ont créé l'OUA. Oui, à ce moment-là, justement, il me vient à l'esprit cette question, Luc Mayo. Les panafricanistes tels que Mamadou Konaté, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré et bien d'autres comme Thomas Sankara, n'ont-ils pas payé de leur vie pour avoir été trop en avance sur leur temps? Je le pense aussi. Je le pense aussi parce qu'ils ont posé les questions avec acuité, mais dans un contexte qui ne leur était pas favorable. On pourrait même remonter à Patrice Lumumba, qui n'a malheureusement pas eu véritablement les coups de franche pour diriger le pays, qu'il a dirigé trop peu de temps avant d'être renversé. Mais la problématique était la même. L'idée, c'était de dire l'Afrique ne peut pas déterminer sa place à la fois en Afrique et dans le monde par rapport à d'autres et par rapport aux instruments et aux appréciations, aux éléments d'appréciation des autres. Ce discours-là, c'est celui qui devait être tenu. Oui, c'était un peu trop tôt et c'était dans un contexte hostile, celui de la guerre froide, qui a fait que malheureusement, ils ont été broyés par les puissances de l'époque. Donc oui, je confirme qu'ils ont eu raison beaucoup trop tôt au détriment de leur vie. Merci Luc Mayo, qu'on retrouvera avant la fin de cette émission. Alors le bilan décevant, comme on le dit, de l'OUA n'explique pas-il à lui seul les tourments économiques de l'Afrique? Naturellement, lorsque vous avez une institution continentale qui a du mal à donner le cap, et comme le soulignait tout à l'heure Luc Mayo, nous avons encore des États qui sont très, très, très jaloux de leur souveraineté. Et du coup, nous avons le cas par exemple de la CEMAC où on lance par exemple la libre circulation des biens et des personnes, mais sur le terrain, les choses ont du mal à fonctionner de manière convenable. Et du coup, on sait que l'intégration a comme facteur important le développement des relations économiques. Mais quand on a par exemple un pays comme le Gabon qui aujourd'hui a 1,8 million d'habitants, qui pense qu'il faut s'ouvrir, et de l'autre côté, par exemple, la Guinée équatoriale qui pense que pour le moment, ce n'est pas
opportun de s'ouvrir au reste de la sous-région. Parce qu'elle a peur d'être absorbée par ses voisins. Mais il ne faudrait pas toujours entretenir l'idée de l'absorption. Moi, je considère que lorsque on autorise quelqu'un à venir et à repartir librement, il y a des choses qui avancent. C'est pourquoi, par exemple, les problèmes au niveau de la sous-région, les problèmes d'immigration clandestine peuvent être évités. Quand la personne est sûre qu'en venant au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, faire ses affaires et repartir librement, je pense que les choses peuvent aller dans le bon sens. Alors, l'un des problèmes du continent aujourd'hui reste le déficit d'intégration. Vous pensez que c'est un mal du continent en ce moment? C'est un mal parce qu'il faut simplement considérer notre espace ici en Afrique centrale et j'en viens pour preuve cette frontière qui paraît semi-fermée puisque, comme il a dit, il y a une appréhension du pouvoir et là on va avoir ce qu'on va appeler ici le gouvernement perpétuel, ce que Mathias Ouanangini a appelé le gouvernement perpétuel, ça veut dire la durabilité aussi genre du pouvoir est aussi un frein. Deuxième chose, c'est l'incapacité de reconnaître une entité sous-régionale ou supranationale. Il y a comme ce refus implicite des chefs d'État africains à vouloir céder une part de leur souveraineté pour un développement continental. Je pense que le travail du président Kagame, dans ses réformes, c'est justement d'avoir une conception continentaliste parce que unis, on sera fort parce que lorsque le continent sera uni, on pourra facilement négocier. Si on part du principe que chaque État doit travailler pour ses propres intérêts avec les Occidentaux, c'est aussi là une faiblesse. Donc les Africains ont intérêt à fédérer. C'est le premier mal africain, simplement parce que c'est entretenu. La grande peur derrière, c'est de savoir si les Africains sont unis. Qu'est-ce que ça pourra donner demain? Voilà, il y a quand même eu quelques avancées ces dernières années. On note le lancement en janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie du marché unique du transport aérien africain, la signature le 21 mars 2018 à Kigali, vous vous en souvenez encore, au Rwanda, de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la signature le 21 mars 2018, toujours à Kigali, du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relative à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement. Alors, nous avons toujours avec nous Luc Maillot. Jusqu'où cette amorce des réformes institutionnelles de notre organisation commune vous parle-t-elle? Je pense que le principe de subsidiarité qui a été énoncé par l'Union africaine est une bonne idée, mais elle n'est une bonne idée que si tout le monde joue le jeu. Prenons juste la zone CEEAC qui nous concerne avec 11 pays. C'est très très difficile avec le Burundi par exemple. Et malheureusement, les pays voisins ne semblent pas très très enclins à résoudre la crise. Les autorités et les différents protagonistes de façon générale, on ne va pas en faire la distinction, ont la même difficulté. Moi je pense qu'aujourd'hui, le grand chantier pour l'Union africaine, c'est d'arriver à faire non pas l'union des pays, mais l'union des peuples. Parce que quand on va aux frontières des différents pays, ça se passe plutôt bien. Je faisais tout à l'heure la réflexion qui était faite sur la peur d'être absorbé ou d'être envahi. Prenez un pays comme le Nigeria, qui a un géant avec plus de 200 millions d'habitants. Parce qu'on ne peut que dire à peu près, parce que les statistiques au niveau du Nigeria ne sont pas de la science exacte. À côté, vous avez des pays comme le Bénin ou le Cameroun. Ils n'ont pas été envahis. Mais l'enjeu qu'il peut y avoir pour ces pays à côté du Nigeria, c'est d'arriver à faire une union dans laquelle l'on ne soit plus complètement extraverti, mais qu'il y ait un pacte gagnant-gagnant entre le Nigeria et ses voisins qui fasse que quand on fabrique un produit ou qu'on vend un produit du Gabon, qu'on puisse atteindre un marché aussi large que le Nigeria qui permet d'avoir à la fois et les hommes et la superficie. Et les échanges d'expériences qu'il peut y avoir en termes d'industrialisation, le Nigeria amorce déjà une certaine forme d'industrialisation, marche. L'idée aussi, c'est de dire que l'industrie pétrolière, qui est quand même le dénominateur commun de la plupart des pays du Golfe de Guinée,
peut aussi produire quelque chose de vertueux à travers les universités qu'on peut mettre sur pied, à travers les marchés qu'on peut mettre sur pied. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être faites en commun. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup trop timide sur le plan politique, mais si on mettait cela sur le plan social et populaire, celui des peuples, on arriverait à obtenir davantage de résultats avec moins de friction que l'on en constate aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc Maillot, pour cette parfaite contribution. Est-ce que, lorsqu'on a dit tout ceci, vous pensez vraiment que l'Afrique a les moyens de ses ambitions? Je pense que les premiers moyens d'un État, ou alors de tout le continent africain, ce sont d'abord les hommes. Et avec les hommes, il faut une volonté réelle d'aller de l'avant. Tant que les chefs d'État, chacun va vouloir se recroqueviller et vouloir comme ça garder sa souveraineté, se dire je ne veux pas être envahi, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Il faut que les États acceptent de perdre une part de leur souveraineté pour véritablement contribuer au développement du continent. Sans quoi, je pense que nous allons toujours tâtonner. Et aujourd'hui, nous avons par exemple des organisations sous-régionales qui peuvent faire école. Nous avons l'Afrique de l'Ouest qui est déjà très avancée avec la CEDEAO parce que sur un certain nombre de points, ils ont accepté de concéder, de libéraliser les choses. Et surtout d'établir des rapports de confiance entre ce qui n'est pas le cas entre les États-Unis et la Corée du Nord en ce moment. Les deux pays, les deux leaders qui doivent se rencontrer, se rencontreront-ils ou pas? Nul ne le sait. En tout cas, on revient encore sur ces dernières déclarations. Dans une lettre directement adressée aux dirigeants nord-coréens, le président américain Donald Trump a renoncé ce jeudi à la tenue du sommet prévu à Singapour avec son homologue Kim Jong-un. J'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps, affirme le chef de l'exécutif américain, dénonçant la colère et l'hostilité de la Corée du Nord. Aussi, il évoque la puissance de l'arsenal nucléaire américain en guise de mise en garde. Cette missive ressemble à un camouflet pour la Corée du Nord, qui quelques heures auparavant avait annoncé avoir complètement démantelé le site d'essai de Punggye dans le nord-est. En refusant d'aller serrer la main à Kim Jong-un, Donald Trump met fin à la parenthèse enchantée entre les deux pays. Celle-ci avait du plomb dans les ailes ces derniers jours. Après des mois de tension, une accalmie diplomatique avait été instaurée entre Washington et Pyongyang. Les deux capitales envisageaient un sommet au mois de juin entre Kim Jong-un et Donald Trump. En prenant sa plume ce jeudi pour annoncer à son homologue qu'il ne se déplacera pas à sa rencontre, le locataire de la Maison-Blanche ajoute cependant toujours espérer un jour rencontrer Kim Jong-un. Voilà un vrai couple, le plaisir c'est de faire la paix, des disputes donc tout le temps et le plaisir de faire la paix. Vous allez le suivre moins de 24 heures après avoir annulé donc son sommet avec Kim Jong-un qui doit se tenir le 12 juin à Singapour. Donald Trump a surpris vendredi dernier en affichant son optimisme sur les discussions. On va l'écouter. Nous verrons ce qui se passera. Ça pourrait même être le 12. On est en train de leur parler. Ils veulent vraiment le faire. Nous aimerions le faire. On verra ce qui se passera. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit? Tout, c'est qu'il est dans ce procès accusatoire disant que la Corée n'aurait pas respecté ce principe qui consistait peut-être à faire en sorte que toutes les stations nucléaires ou bien les maisons devaient faire en sorte que l'on puisse éradiquer complètement. Il y a une accusation et puis il y a une forme d'arrogance aussi du président parce qu'il estime que le président Kim paraît orgueilleux, hautain et que lui-même il estime avoir peut-être ouvert une brèche. Malheureusement, il y a ces incompréhensions qui dans l'esprit et il faut quand même dire que le vice-président américain est même allé très loin en disant que il prédisait une mort certaine donc du président Kim comme Kadhafi. Ce sont ces agissements, moi j'estime, qui ont fait en sorte qu'on ne puisse plus avoir une rencontre. Donc il y a cette tension qu'il faudrait peut-être aujourd'hui dissiper pour qu'il y ait une rencontre. Se demander simplement à quoi joue Trump dans cette volte-face. À quoi joue Trump dans cette volte-face?
Oui, parce qu'il faut savoir que dans l'enjeu diplomatique, c'est de donner un discours, mais il y a aussi l'enjeu stratégique. Ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas dans cette façon de faire, il n'y a pas des objectifs inavoués? Est-ce qu'il y a un principe militaire? Parce qu'il faut savoir qu'il était quand même en Corée du Sud et il a eu un langage militaire, ce qui montre que, et Kim aperçoit ça comme une menace, puisque derrière se cache la notion de sécurité. Et Kim estime qu'il n'y aura pas un coup d'État lorsqu'il sera peut-être le 12 juin. Il y a 16 inquiétudes et c'est pour ça qu'il a donc appelé la Chine pour avoir une garantie, puisqu'il estime que Trump a peut-être trop de projets sécuritaires. Et il y a là aussi ce que l'on appelle le regard unilatéraliste de l'homme ou unilatéral. Alors, Boris, lorsque vous avez suivi cette courte annonce de Trump, est-ce qu'elle vous a semblé crédible? Moi, je pense que le président américain reste dans l'expectative. Il n'y a rien de clair et il n'y a aucun cap qui est donné. Et je pense que toute cette volte-face trouve son fondement également dans la position de la Corée du Nord. Parce qu'effectivement, plus on avance vers la date, plus il y a des déclarations. Parce qu'avant le démantèlement de la station d'essai, au préalable, la Corée du Nord avait affirmé ne pas renoncer totalement à son arsenal nucléaire ou aux recherches nucléaires. Donc, du coup, les États-Unis voulant complètement anéantir la Corée du Nord sur ce plan, et s'étant certainement aperçu que cette voie-là, l'exploration de cette voie ne devait pas donner les fruits escomptés, Donald Trump a certainement décidé de faire volte-face. Oui, est-ce que ces négociations ne sont pas déjà vouées à l'échec entre Pyongyang et Washington? Je pense que ces négociations sont vouées à l'échec dans la mesure où chaque parti vient avec des ambitions, avec des idées déjà bien arrêtées. Et je pense également que la Corée du Sud, qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de jouer un rôle très important pour faire en sorte que la rencontre du 12 juin ait lieu, peut apporter sa contribution pour pouvoir calmer la tension qu'il y a entre Washington et Pyongyang. Et surtout que dans cette histoire, chacun veut montrer qu'il est le mal dominant. Le mal dominant, et puis il faut quand même savoir qu'ici, la Corée du Nord ne peut pas vivre sans son arsenal. C'est cette stratégie qui lui permet de parler avec la première puissance. J'estime que ce serait peut-être une erreur de penser qu'en Corée du Nord, il n'y aura plus cette vocation, parce qu'il faut quand même savoir que depuis son père, il y a cette idée. Et si on prend le cas de Raymond Aron, qui montre que lorsque l'on a l'arme nucléaire, on peut discuter avec les grands. C'est donc une stratégie, c'est un outil stratégique pour la Corée du Nord pour parler avec les États-Unis. Et nous voyons très bien que c'est un petit pays, mais c'est un grand dans la pensée. Et Kim montre aujourd'hui que l'archipel, il n'y a pas une archipélisation de la pensée, mais il y a peut-être une pensée militaire assez forte qui contraint la première puissance à dialoguer. J'aime bien ce jeu de mots. À qui profite cette séquence diplomatique? Nous allons poser cette question à Luc Emayo, qui est toujours avec nous au téléphone. Luc Emayo, cette rencontre du 12 juin entre Pyongyang et Washington connaît quelques perturbations ou alors déclarations et contre-déclarations. À qui profite cette séquence diplomatique? Profite à la diplomatie, parce que finalement, il n'y a pas de guerre et c'est tant mieux. Non, mais le fait c'est qu'aujourd'hui... C'est pas un raccourci, ça? Non, absolument pas. Je vais étayer ma pensée. Nous avons été tellement habitués ces derniers temps à une diplomatie militaire où, dès qu'on n'était pas d'accord, on bombardait et après on discutait, que c'est presque une surprise aujourd'hui d'en être encore dans un palais diplomatique, parce que ça ressemble à une danse. On avance, on recule, c'est une valse, quoi. On a l'impression qu'enfin, on revient aux fondamentaux de la diplomatie, c'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on est d'accord, on hésite, on tergiverse, on recule, on avance, puis on tombe d'accord. On est dans ce jeu normal de la diplomatie qui fait que, non, je suis content de dire que la diplomatie sort gagnante de cet exercice, parce que finalement, on a laissé la place aux diplomates et aux politiciens pour faire leur travail. Les militaires feront le leur, mais c'est sur la base justement de la puissance militaire de chacun que l'on parle aujourd'hui. La Corée du Nord a montré qu'elle n'était plus un petit, elle est entrée dans le cercle des grands, ceux qui ont la puissance de feu, la puissance nucléaire. On ne lui parle plus comme on parle à un petit.
Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de répondre au vice-président américain et ne pas craindre de s'attirer les foudres du président américain, ne pas craindre de s'attirer la foudre et des États-Unis et de toutes les puissances de l'OTAN. Donc c'est une très bonne nouvelle de constater qu'aujourd'hui, enfin, la diplomatie a lieu encore, a encore ses lettres de noblesse, y compris dans les rapports entre des pays anciennement puissants et des pays néo-puissants comme la Corée du Nord. Merci à Luc Mayou en direct de Paris. Je rappelle qu'il est le président du Club de l'information africaine. Merci pour votre contribution tout au long de cette émission. On espère vous retrouver dimanche prochain. Merci surtout à nos deux invités ici sur le plateau, Parfait Etina, qui est géostratège, et Boris Uriem, qui nous rejoint pour la première fois. On l'espère encore dimanche prochain pour d'autres sujets d'actualité. Ainsi se referme ce numéro d'Ici l'Afrique. À très vite sur Gabon 24.